Le matin du 15 septembre 1867, un brouillard épais enveloppait la vallée de Saint-Éloi comme un linceul. Les cloches de l'église paroissiale sonnaient tristement, marquant la fin d'une messe de requiem qui avait rassemblé toute la communauté. Dans cette petite commune rurale du département de l'Oise, où chaque visage était familier et chaque histoire connue de tous, la mort de Henri et Élisabeth Lefebvre avait bouleversé l'ordre établi. Pierre Lefebvre, forgeron de son état, se tenait devant le portail de fer forgé du cimetière, ses mains calleuses serrant nerveusement son chapeau de feutre noir. À ses côtés, son épouse Marguerite, femme pieuse, aux traits marqués par les années de labeur agricole, essuyait discrètement ses larmes avec un mouchoir de dentelle hérité de sa mère. Tous deux observaient en silence la petite silhouette qui se détachait près des tombes fraîchement creusées. Claire Lefebvre, 8 ans à peine, se tenait immobile comme une statue de marbre. Ses cheveux d'or pâle, soigneusement tressés par les mains charitables de Madame Dubois, la sage-femme du village, encadraient un visage d'une beauté troublante. Ses yeux, d'un bleu si clair qu'il semblait presque transparent, fixaient les 2 croix de bois sans ciller. Pas une larme ne coulait sur ses joues roses. Pas un sanglot ne soulevait sa petite poitrine vêtue de noir. « Cet enfant me glace le sang !» murmura Marguerite à l'oreille de son époux. « Il n'est pas naturel qu'une fillette de cet âge ne pleure pas ses parents. » Pierre hocha lentement la tête, partageant l'inquiétude de sa femme. Depuis l'accident tragique qui avait coûté la vie à son frère et à sa belle-sœur, leur carriole s'était renversée dans le ravin pendant une nuit d'orage. Claire n'avait prononcé que quelques mots, tous d'une politesse parfaite et d'une précision déconcertante pour son âge. Le curé Bertrand s'approcha du couple, sa soutane noire balayant l'herbe humide du cimetière. « Mes chers paroissiens, dit-il d'une voix grave teintée de compassion, cette petite âme a besoin de votre amour et de vos soins. Le Seigneur vous a confié une mission sacrée. »« Bien sûr, mon père, » répondit Marguerite, bien que son cœur se serrât à cette perspective. « Claire est notre nièce, notre sang. Nous lui donnerons un foyer aimant. » Mais lorsque Claire se tourna vers eux, son regard vide et pénétrant sembla traverser leurs âmes. « Merci, oncle Pierre, tante Marguerite, » dit-elle d'une voix cristalline, dépourvue de toute émotion. « Je vous promets d'être sage et obéissante. » Ces mots, prononcés avec une maturité troublante, firent frissonner Marguerite. Elle échangea un regard inquiet avec son mari, mais ni l'un ni l'autre n'osèrent exprimer leurs appréhensions devant le curé et les villageois rassemblés. La ferme des Lefebvre se dressait à 2 kilomètres du bourg, au bout d'un chemin de terre bordé de chênes centenaires. C'était une bâtisse de pierre calcaire, typique de la région, avec ses murs épais, ses volets de bois peints en bleu délavé et son toit de tuiles rouges patinées par le temps. La cour pavée était encadrée par l'étable, le poulailler et la grange, formant un ensemble harmonieux où résonnaient habituellement les bruits familiers de la vie rurale. Ce soir-là, cependant, un silence inhabituel régnait sur la propriété. Claire avait pris possession de la petite chambre sous les combles qui avaient appartenu à leurs propres enfants, morts en bas âge des suites de la scarlatine 15 ans plus tôt. Marguerite avait préparé le lit avec des draps de lin brodés, disposé quelques fleurs des champs dans un vase en terre cuite et accroché un crucifix au-dessus du lit, espérant que la présence divine veillerait sur l'enfant. « Claire, ma chérie » appela-t-elle en gravissant l'escalier de bois qui grinçait sous ses pas. « Le souper est prêt. Nous avons préparé ton plat préféré, comme me l'avait dit ta maman. » Elle poussa la porte entr'ouverte et découvrit Claire assise sur le rebord de la fenêtre, observant la cour baignée par la lumière dorée du couchant. La fillette avait ôté sa robe de deuil et portait une simple chemise de nuit blanche qui lui donnait l'apparence d'un petit ange. Mais son regard, toujours aussi vide, était fixé sur le poulailler où les volailles s'agitaient nerveusement. « Les poules semblent effrayées, » observa Claire sans se retourner. « Il y a peut-être un renard dans les parages. » Ou quelque chose d'autre. Marguerite fronça les sourcils. « Ne t'inquiète pas pour cela, ma petite. Ton oncle s'assure toujours que tous les animaux sont en sécurité. Viens maintenant, avant que le potage ne refroidisse. »
Claire se laissa glisser de la fenêtre avec une grâce inhabituelle pour une enfant de son âge. « J'arrive, tante Marguerite, mais je pense que vous devriez vérifier le poulailler ce soir. Les animaux sentent souvent les choses avant nous. » Cette remarque, prononcée avec un détachement troublant, fit naître un frisson le long de l'échine de Marguerite. Comment une fillette de 8 ans pouvait-elle s'exprimer avec une telle assurance sur des sujets qu'elle n'était pas censée comprendre? Le repas se déroula dans une atmosphère tendue. Pierre, homme simple et direct, tentait de briser le silence par des questions bienveillantes sur la vie de Claire avant la tragédie. Mais les réponses de l'enfant étaient toujours brèves, précises et dénuées d'émotion. « Non, ta mère m'avait dit que tu aimais les livres, » dit Marguerite en servant la soupe aux légumes fumantes. « Il y a quelques ouvrages dans le salon, des histoires pour enfants que tu pourrais aimer. »« Merci, tante Marguerite, » répondit Claire en portant délicatement la cuillère à ses lèvres. « Mais je préfère les livres de papa. Il avait de nombreux ouvrages sur l'anatomie et la médecine. C'est fascinant de comprendre comment fonctionnent les corps. » Pierre faillit s'étrangler avec sa soupe. Henri, le père de Claire, était en effet vétérinaire dans le village voisin. Mais qu'une enfant de 8 ans manifeste un intérêt pour l'anatomie lui semblait pour le moins préoccupant. « Ce sont des sujets bien complexes pour une petite fille, » dit-il d'un ton qu'il voulait léger. « Ne préférerais-tu pas des contes de fées ou des histoires d'aventure ?» Claire le regarda avec cette intensité dérangeante qui la caractérisait. « Les contes de fées ne sont pas réels, oncle Pierre. Moi j'aime comprendre la vérité, comment les choses vivent, comment elles meurent, pourquoi certaines créatures sont plus fragiles que d'autres. » Un silence pesant s'installa autour de la table. Marguerite et Pierre échangèrent un regard inquiet, mais ni l'un ni l'autre n'osèrent approfondir le sujet. L'enfant mangea le reste de son repas en silence, ses gestes d'une précision et d'une élégance troublante pour son âge. Cette nuit-là, Marguerite fut réveillée par un bruit étrange venant de la cour. Elle secoua délicatement son mari, qui dormait profondément après sa journée de labeur à la forge. « Pierre, » chuchota-t-elle, « il y a quelque chose dehors. » Grognant, le forgeron se leva et se dirigea vers la fenêtre. Ce qu'il vit le figea sur place. Claire, vêtue de sa chemise de nuit blanche, se tenait au milieu de la cour, parfaitement immobile sous la lune pleine. Autour d'elle, les poules gisaient éparses, leurs corps inertes formant un cercle parfait. Pas une goutte de sang n'était visible, mais aucune des volailles ne bougeait. « Mon Dieu !» murmura Marguerite en découvrant la scène. « Que fait-elle là ?» Pierre enfila rapidement ses vêtements et descendit précipitamment. Quand il ouvrit la porte d'entrée, Claire se tourna vers lui avec ce même regard vide et cette expression sereine qui ne la quittait jamais. « Oncle Pierre, » dit-elle calmement, « j'avais raison pour le poulailler. Quelque chose les a effrayées. Elles sont mortes de peur, je crois. C'est intéressant de voir comment la terreur peut arrêter un cœur si petit. » Pierre sentit ses jambes faiblir. « Claire, ma petite, que fais-tu dehors ? Tu vas attraper froid. »« Je n'ai pas froid, » répondit-elle simplement. « Et j'étudiais. Papa m'a appris que pour comprendre la mort, il faut l'observer. Les poules sont des créatures simples. Leur peur est pure, sans les complications de la pensée humaine. » Ces mots, prononcés par une enfant de 8 ans, avec le détachement d'un scientifique, glacèrent le sang de Pierre. Il prit Claire par la main. Sa peau était effectivement froide comme la pierre, et la ramena vers la maison. « Il faut que tu remontes te coucher maintenant, » dit-il d'une voix qu'il espérait ferme. « Nous parlerons de tout cela demain matin. » Claire acquiesça avec docilité. « Bien sûr, oncle Pierre. Mais vous devriez enterrer les poules rapidement. Quand les corps commencent à se décomposer, cela attire les mouches, et les mouches transmettent les maladies. Papa me l'a expliqué. » Tandis que l'enfant remontait l'escalier d'un pas léger, Pierre resta dans la cour, contemplant le carnage inexplicable. Toutes les poules étaient mortes, mais aucune ne portait de blessure. C'était comme si elles avaient cessé de vivre simultanément, frappées par une terreur indicible. Le lendemain matin, le docteur Julien Moreau, médecin de Saint-Éloi et des communes environnantes, fut appelé à la ferme. C'était un homme de 45 ans, aux cheveux poivre et sel soigneusement peignés et aux yeux bruns empreints d'intelligence.
Diplômé de la faculté de médecine de Paris, il s'intéressait au nouveau développement de la psychiatrie et avait même correspondu avec quelques aliénistes réputés de la capitale. « Mes chers amis, dit-il en examinant les volailles mortes, ce phénomène n'est pas inconnu. Il arrive que des animaux domestiques meurent subitement de stress ou de peur extrême, surtout s'ils ont été exposés à un prédateur ou à un événement traumatisant. Mais docteur, insista Marguerite, elles étaient parfaitement en bonne santé hier soir. Et Claire, elle hésita, ne sachant comment exprimer ses inquiétudes sans paraître déraisonnable. Claire a eu un comportement troublant cette nuit, compléta Pierre. Elle se trouvait au milieu de la cour, parlant de ses poules comme si elle comprenait exactement ce qui leur était arrivé. Docteur Moreau fronça les sourcils. « Où est l'enfant maintenant ?»« Dans le salon, » répondit Marguerite. Elle lit un livre. Ils se dirigèrent vers la maison et le médecin découvrit Claire assise dans un fauteuil près de la fenêtre, plongée dans la lecture d'un épais volume relié en cuir. Sa posture était parfaite. Ses cheveux dorés brillaient sous la lumière matinale et son expression était celle d'une concentration profonde. « Bonjour Claire, » dit docteur Moreau d'un ton bienveillant. « Je suis le docteur Moreau. Puis-je te demander ce que tu lis ?» Claire leva ses yeux clairs vers lui et le médecin ressentit immédiatement la même sensation troublante que Pierre et Marguerite avaient éprouvée. Ce regard était trop mature, trop perçant pour appartenir à une enfant. « Bonjour docteur, » répondit-elle poliment. « Je lis le traité d'anatomie comparée de Cuvier. Papa me l'avait offert pour mon dernier anniversaire. Il pensait que j'étais assez intelligente pour le comprendre. » Docteur Moreau jeta un coup d'œil à l'ouvrage. C'était effectivement un traité scientifique complexe, destiné aux étudiants en médecine et aux chercheurs. Qu'une fillette de 8 ans puisse non seulement le lire, mais également l'apprécier, dépassait l'entendement. « C'est un livre très difficile, » observa-t-il. « Comprends-tu vraiment ce qui y est écrit ?»« Oh oui, » répondit Claire avec cette assurance déconcertante. « Par exemple, saviez-vous que le système nerveux des oiseaux est beaucoup plus simple que celui des mammifères? C'est pourquoi ils réagissent si intensément à la peur. Leur cerveau ne peut pas traiter les émotions complexes comme le nôtre. Quand ils sont terrorisés, leur cœur peut simplement s'arrêter. Cette explication, fournie avec une précision scientifique troublante, laissa docteur Moreau sans voix. Il observa attentivement l'enfant, cherchant des signes de perturbation psychologique, mais Claire semblait parfaitement calme et équilibrée. « Tu t'intéresses beaucoup aux sciences naturelles, » dit-il finalement. « J'aime comprendre comment les choses fonctionnent, » répondit Claire. « Papa disait que la curiosité est la plus belle qualité qu'on puisse avoir. Il m'emmenait parfois avec lui quand il soignait les animaux malades. J'ai vu beaucoup de créatures mourir. C'est toujours fascinant d'observer ce moment précis où la vie s'arrête. » Ces mots, prononcés avec une innocence apparente, mais un détachement troublant, firent frémir Dr Moreau. Il avait traité de nombreux cas difficiles au cours de sa carrière, mais jamais il n'avait rencontré un enfant qui parlait de la mort avec une telle indifférence. Après son départ, Pierre et Marguerite restèrent seuls avec leurs inquiétudes grandissantes. Le soir venu, ils s'installèrent près de la cheminée, tentant de donner un sens aux événements étranges qui bouleversaient leur existence paisible. « Cet enfant n'est pas normal », murmura Marguerite en tricotant nerveusement. « Je ne dis pas qu'elle est méchante, mais il y a quelque chose en elle qui me glace le sang. » Pierre acquiesça sombrement. « J'ai la même impression. Et ce regard, on dirait qu'elle voit à travers nous, qu'elle comprend des choses qu'une fillette ne devrait pas comprendre. » À l'étage, Claire était allongée dans son lit, les yeux grands ouverts dans l'obscurité. Elle entendait chaque mot de la conversation de ses tantes et oncles, et un léger sourire étirait ses lèvres roses. Ces adultes étaient si prévisibles, si facilement troublés par ce qu'ils ne comprenaient pas. Elle repensa aux poules de la veille. Il avait été si simple de les approcher dans l'obscurité, si facile de les capturer une par une, sans qu'elles émettent le moindre cri. Un peu de pression sur leur cou fragile, juste assez pour interrompre la circulation sanguine vers leur petit cerveau, et elles s'étaient éteintes comme des bougies qu'on souffle.
Claire avait passé des heures à étudier leur corps encore chaud, notant mentalement les différences entre les espèces, la façon dont leurs yeux vitreux reflétaient la lune, la texture de leurs plumes qui se refroidissaient progressivement. C'était infiniment plus instructif que tous les livres de son père. Le lendemain marqua le début de ce qui allait devenir la routine de Claire dans sa nouvelle demeure. Elle se levait tôt, aidait aux tâches ménagères avec une efficacité remarquable pour son âge et passait ses après-midi à explorer les environs de la ferme. Ses promenades solitaires l'amenaient souvent près de la rivière qui serpentait à travers les prés ou dans les bois qui bordaient la propriété. Marguerite observait avec une inquiétude croissante les étranges habitudes de sa nièce. Claire revenait toujours de ses explorations avec de petits objets qu'elle collectionnait méticuleusement. Des ossements d'animaux morts, des insectes qu'elle épinglait sur des planches de bois, des plantes qu'elle faisait sécher entre les pages de ses livres. « Que fais-tu avec toutes ces choses, ma chérie ?» demanda un jour Marguerite en découvrant la collection macabre dissimulée sous le lit de Claire. « J'étudie, » répondit simplement l'enfant. « Papa m'a appris que pour comprendre la vie, il faut d'abord comprendre la mort. Chaque créature nous enseigne quelque chose de différent. » Cette réponse, d'une logique implacable mais profondément troublante, renforça les appréhensions de Marguerite. Elle commença à noter dans un petit carnet les comportements étranges de Claire, espérant pouvoir en discuter avec Dr Moreau lors de sa prochaine visite. Les semaines passèrent et la renommée de Claire commença à se répandre dans le village. Les voisins parlèrent de cette fillette orpheline, d'une beauté saisissante, qui possédait une intelligence remarquable, mais dont la présence mettait tout le monde mal à l'aise. Les enfants du village, habituellement prompts à accueillir un nouveau compagnon de jeu, semblaient instinctivement l'éviter. « Elle me fait peur », confia Marie, la fille du boulanger, à sa mère. « Quand elle me regarde, j'ai l'impression qu'elle voit à l'intérieur de moi, comme si elle savait des choses que je ne sais pas moi-même. » Ces rumeurs parvinrent aux oreilles de Dr Moreau, qui décida de rendre visite plus fréquemment à la ferme des Lefebvre. Il commença à tenir un journal détaillé de ses observations, appliquant les méthodes d'investigation psychiatrique qu'il avait étudiées dans les ouvrages les plus récents de la discipline. Un matin de novembre, alors que les premières gelées blanchissaient les champs et que l'hiver s'annonçait précoce, un événement vint troubler davantage la tranquillité de Saint-Éloi. Paul Grimaud, un enfant de 10 ans réputé pour sa témérité, fut retrouvé noyé dans le petit étang qui bordait la propriété des Lefebvre. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à travers le village. Paul était un excellent nageur et l'étang n'était profond que d'1,50 m. Comment un enfant de son expérience avait-il pu s'y noyer par une matinée si calme? Dr Moreau fut appelé sur les lieux pour examiner le corps. Ce qu'il découvrit le troubla profondément. Paul ne présentait aucune blessure, aucune trace de lutte. Son expression était figée dans une grimace de terreur absolue, comme s'il avait vu quelque chose d'épouvantable avant de mourir. « Docteur !» murmura le père du garçon, Joseph Grimaud, les yeux rougis par les larmes. « Mon Paul savait nager comme un poisson. Il connaissait cet étang par cœur. Comment a-t-il pu ?» Dr Moreau ne répondit pas immédiatement. Il observait Claire, qui se tenait à l'écart avec Pierre et Marguerite, assistantes silencieuses à cette tragédie. L'enfant regardait le corps de Paul avec la même curiosité détachée qu'elle manifestait habituellement, sans trace d'émotion ou de compassion. « Claire », l'appela-t-il doucement. « As-tu vu Paul ce matin ?»« Oui, docteur », répondit-elle avec sa politesse habituelle. « Il est venu près de l'étang vers 8 heures. Il voulait attraper des grenouilles pour les ramener chez lui. Je lui ai dit que ce n'était pas une bonne idée. »« Pourquoi cela ?» demanda Dr Moreau, intrigué. « Les grenouilles de cet étang sont différentes, » expliqua Claire avec son sérieux habituel. « Elles portent des parasites qui peuvent être dangereux. » Paul n'a pas voulu m'écouter. Il a dit que j'étais trop petite pour comprendre. Alors j'ai tenté de lui montrer pourquoi il avait tort. Cette dernière phrase, prononcée avec une innocence apparente, fit frissonner Dr Moreau. « Comment as-tu tenté de lui montrer ?»« J'ai attrapé une grenouille et je l'ai ouverte pour lui faire voir les parasites.
répondit Claire sans ciller. Mais Paul a eu peur. Il est devenu tout pâle et il a commencé à trembler. Puis, il est tombé dans l'eau. Le médecin sentit un frisson glacé parcourir son échine. « Tu as disséqué une grenouille devant lui ?»« Oui, » confirma Claire. « Papa m'avait appris comment faire. C'est très instructif. » Mais Paul n'était pas assez intelligent pour apprécier la leçon. Quand il est tombé dans l'eau, j'ai essayé de l'aider, mais il se débattait tellement qu'il s'est noyé tout seul. Cette explication, livrée avec un détachement terrifiant, laissa Dr Moreau sans voix. Il observa attentivement l'expression de Claire, cherchant des signes de mensonge ou de dissimulation, mais l'enfant semblait parfaitement sincère. Ce soir-là, Dr Moreau consigna ses observations dans son journal personnel, utilisant une écriture serrée et précise. 18 novembre 1867. La fillette Claire Lefebvre présente des caractéristiques psychologiques hautement préoccupantes. Son intelligence remarquable s'accompagne d'une absence totale d'empathie et d'une fascination morbide pour la mort et la souffrance. Son récit de la noyade du jeune Grimaud, bien qu'apparemment véridique, révèle une indifférence troublante face à la détresse d'autrui. Je commence à soupçonner que cet enfant pourrait représenter un danger pour son entourage. Les semaines suivantes confirmèrent les inquiétudes du médecin. D'autres incidents étranges se produisirent autour de Claire. Un chat du voisinage fut retrouvé mort, apparemment empoisonné par une plante toxique qu'il n'aurait jamais dû consommer naturellement. Plusieurs animaux de la ferme développèrent des maladies mystérieuses qui nécessitèrent l'intervention du vétérinaire, et les autres enfants du village commencèrent à refuser catégoriquement de jouer avec Claire. Elle nous raconte des histoires horribles, expliqua Émilie, la fille du cordonnier, à sa mère. Elle nous dit comment les animaux meurent, comment on peut faire du mal sans laisser de traces. Elle sourit quand elle parle de ces choses, comme si cela l'amusait. Pierre et Marguerite, de plus en plus inquiets, tentèrent d'aborder le sujet avec Claire, mais leurs efforts se heurtaient toujours à la même réponse polie et détachée. L'enfant niait toute intention malveillante, expliquant ses actions par une simple curiosité scientifique héritée de son père. « Je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'inquiète », disait-elle avec cette logique implacable qui la caractérisait. « Papa m'a appris que la connaissance est la chose la plus précieuse au monde. Si les autres enfants ne veulent pas apprendre, c'est leur problème, pas le mien. » Docteur Moreau, de plus en plus préoccupé par l'évolution de la situation, commença à correspondre avec des confrères parisiens spécialisés dans l'étude des troubles mentaux chez l'enfant. Les réponses qu'il reçut ne firent qu'accentuer ses inquiétudes. Plusieurs médecins lui confirmèrent que certains individus pouvaient manifester dès l'enfance des tendances sociopathiques marquées, caractérisées par une absence d'empathie et une fascination pour la violence. L'hiver s'installa sur Saint-Éloi avec une rigueur inhabituelle. Les températures chutèrent brutalement, transformant la campagne en un paysage figé et silencieux. Dans cette atmosphère glaciale, Claire semblait étrangement épanouie, comme si le froid et la désolation correspondaient à sa nature profonde. Un matin de décembre, alors que la neige recouvrait la vallée d'un manteau immaculé, Marguerite découvrit Claire dans la grange, agenouillée près d'un agneau nouveau-né. L'animal gisait immobile, et Claire l'examinait avec cette concentration intense qu'elle manifestait toujours face à la mort. « Claire !» s'exclama Marguerite, horrifiée. « Que s'est-il passé ?» L'enfant leva vers elle ses yeux clairs, exempts de toute culpabilité. « L'agneau était faible, » expliqua-t-elle calmement. « Il n'aurait pas survécu à l'hiver de toute façon. J'ai juste accéléré le processus. C'était plus humain. » Marguerite sentit ses jambes se dérober sous elle. « Comment as-tu fait cela ?»« Simplement, » répondit Claire en se relevant avec grâce, « une petite pression sur la trachée, juste assez longtemps pour interrompre la respiration. L'agneau ne s'est même pas débattu. Je pense qu'il a compris que c'était mieux ainsi. » Cette révélation, livrée avec une simplicité terrifiante, marqua le point de non-retour pour Marguerite. Cette nuit-là, elle supplia Pierre de faire appel à Dr Moreau, non plus comme médecin de famille, mais comme spécialiste des maladies mentales.
Il faut que nous fassions quelque chose, sanglota-t-elle dans les bras de son mari. Cet enfant n'est pas normal. Elle tue, Pierre. Elle tue. Et elle en parle comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Pierre, homme simple mais pas naïf, avait lui aussi remarqué l'accumulation d'incidents troublants autour de sa nièce. La mort inexpliquée des poules, la noyade de Paul Grimaud, les animaux malades, l'agneau retrouvé mort. Trop de coïncidences pour n'être que des accidents. Nous en parlerons avec le docteur demain, promit-il à sa femme. Il saura quoi faire. Mais Claire, depuis sa chambre, avait entendu chaque mot de leur conversation. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond, en réfléchissant à la situation qui se développait autour d'elle. Ces adultes commençaient à devenir gênants avec leurs questions et leurs inquiétudes. Il faudrait bientôt prendre des mesures pour préserver sa tranquillité. Elle repensa aux leçons de son père, non pas celles qu'il avait volontairement dispensées, mais celles qu'elle avait apprises en l'observant en secret. Henri Lefebvre avait été un homme troublé, hanté par des démons qu'il tentait de noyer dans l'alcool. Claire avait découvert ses carnets cachés, remplis de schémas anatomiques détaillés et d'observations troublantes sur la fragilité de la vie. Son père n'avait pas été le vétérinaire bienveillant que tous croyaient connaître. Dans l'intimité de son laboratoire secret, installé dans les combles de leur ancienne maison, il avait mené des expériences que la morale réprouvait. Claire avait été son unique témoin, et parfois son assistante involontaire. « Ma petite Claire », lui avait-il dit un jour, après avoir terminé une dissection particulièrement complexe, « tu as un don rare. Tu comprends les choses que les autres refusent de voir. N'oublie jamais que la connaissance est plus importante que la morale. Les règles sont faites pour les esprits faibles. » Ces mots résonnaient encore dans l'esprit de Claire, tandis qu'elle planifiait sa prochaine leçon pour les adultes qui l'entouraient. Ils apprendraient bientôt que sous-estimer l'intelligence d'un enfant pouvait avoir des conséquences fatales. Le vent d'hiver hurlait autour de la ferme, portant avec lui les promesses d'une tempête qui s'annonçait. Dans l'obscurité de sa chambre, Claire souriait pour la première fois depuis des semaines. Un sourire qui n'avait rien d'enfantin et tout d'un prédateur qui vient de repérer sa proie. Le matin du 21 décembre 1867, docteur Julien Moreau arriva à la ferme des Lefebvre avec une détermination nouvelle. Sa sacoche de cuir contenait non seulement ses instruments médicaux habituels, mais également plusieurs ouvrages récents sur la psychiatrie infantile qu'il avait fait venir de Paris. La correspondance qu'il entretenait avec le docteur Étienne Esquirol, pionnier français de la psychiatrie, l'avait convaincu de l'urgence d'une évaluation approfondie de Claire. La neige crissait sous ses pas, tandis qu'il remontait l'allée menant à la ferme. Les volets clos et la fumée qui s'échappait paresseusement de la cheminée donnaient à la bâtisse une apparence paisible. Mais Dr Moreau savait que derrière cette façade se cachait une situation d'une complexité troublante. Marguerite l'accueillit avec un soulagement visible. Ses traits tirés et ses yeux cernés témoignaient de nuits d'insomnie et d'inquiétude. « Docteur, merci d'être venu si rapidement. Je ne sais plus quoi faire avec cet enfant. Racontez-moi tout depuis notre dernière rencontre, dit Dr Moreau en s'installant dans le salon modeste mais propre. N'omettez aucun détail, même celui qui vous paraîtrait insignifiant. Marguerite prit une profonde inspiration et commença son récit. Elle décrivit l'incident de l'agneau, mais également tous les petits événements qui, pris isolément, auraient pu passer pour des coïncidences. Les fleurs du jardin qui flétrissaient mystérieusement après les passages de Claire, les insectes morts retrouvés soigneusement alignés sur le rebord de sa fenêtre, les conversations troublantes qu'elle tenait avec les animaux de la ferme. « Hier, » murmura Marguerite en jetant un regard inquiet vers l'escalier, « je l'ai surprise en train de parler au cheval de mon mari. Elle lui expliquait comment la mort par strangulation était différente de la mort par empoisonnement. Un enfant de 8 ans, docteur. Comment peut-elle connaître de telles choses ? » Docteur Moreau prenait des notes méticuleuses, son stylo grattant le papier avec régularité. « Où est Claire maintenant ?»« Dans sa chambre, » répondit Pierre qui venait de les rejoindre, ses mains encore noircies par le travail de la forge. « Elle lit, comme toujours. Mais ce matin, quand je suis monté lui porter son petit déjeuner,
J'ai vu qu'elle avait dessiné des schémas sur les murs, des schémas anatomiques, très détaillés. Le médecin fronça les sourcils. « Puis-je voir ces dessins ?» Ils montèrent ensemble l'escalier grinçant. La porte de la chambre de Claire était entr'ouverte, laissant filtrer sa voix claire qui récitait à voix basse des termes médicaux avec une précision troublante. Docteur Moreau poussa délicatement la porte et découvrit un spectacle qui le figea sur place. Les murs de la petite chambre étaient couverts de dessins au charbon d'une précision saisissante. On y voyait des squelettes d'animaux, des organes internes parfaitement détaillés et même quelques représentations du système nerveux humain. La qualité artistique était remarquable, mais ce qui troublait le plus Dr Moreau était la précision scientifique de ces illustrations. Claire était assise à sa petite table, penchée sur un carnet ouvert. Elle dessinait avec une concentration intense, sa langue pointant légèrement entre ses lèvres dans un geste qui aurait été charmant chez n'importe quel autre enfant. « Bonjour Claire », dit Dr Moreau d'une voix douce. L'enfant leva les yeux et ce regard d'un bleu transparent se posa sur lui avec cette intensité dérangeante qu'il connaissait maintenant bien. « Bonjour Dr Moreau », répondit-elle poliment. « Je vous attendais. Tante Marguerite et oncle Pierre parlent beaucoup de moi ces derniers temps. Ils sont inquiets, n'est-ce pas ?» Cette perspicacité troublante confirma les soupçons du médecin. « Ils s'inquiètent pour toi, ma petite. Peux-tu me montrer ce que tu dessines ?» Claire lui tendit son carnet sans hésitation. Dr Moreau découvrit une série de croquis représentant l'anatomie interne d'un lapin, avec chaque organe soigneusement identifié par une écriture parfaite. En marge, des notes précises décrivèrent les fonctions de chaque partie. « C'est un travail remarquable », admit-il, troublé malgré lui par la qualité du dessin. « Où as-tu appris à dessiner avec une telle précision ?»« Papa m'a enseigné les bases », répondit Claire, « mais j'ai beaucoup appris par moi-même. Il faut observer attentivement pour bien dessiner. Et pour bien observer, il faut parfois ouvrir les choses. » Cette dernière phrase, prononcée avec une innocence apparente, fit frissonner Dr Moreau. « Que veux-tu dire par ouvrir les choses ?» Claire inclina la tête comme si elle réfléchissait à la meilleure façon d'expliquer quelque chose d'évident. « Eh bien, on ne peut pas vraiment comprendre comment fonctionne un cœur si on ne l'a jamais vu battre, ou comment les poumons se gonflent et se dégonflent. Les livres montrent des images, mais ce n'est pas pareil que de voir la réalité. » « Et tu as vu ces choses en réalité ?»« Bien sûr, » répondit Claire avec cette logique implacable qui la caractérisait. « Papa m'emmenait parfois avec lui quand il soignait les animaux. Et quand certains ne pouvaient pas être sauvés, il me montrait leur intérieur. Il disait que c'était important de comprendre pourquoi ils étaient morts. » Dr Moreau échangea un regard inquiet avec Pierre et Marguerite. Cette explication était plausible, mais quelque chose dans la manière dont Claire en parlait suggérait que sa formation avait dépassé le cadre d'un simple apprentissage vétérinaire. « Claire, » dit-il en s'agenouillant pour se mettre à sa hauteur, « peux-tu me parler de la nuit où les poules sont mortes ?» L'enfant le regarda avec cette franchise troublante qui ne la quittait jamais. « J'ai déjà tout expliqué. Elles sont mortes de peur. C'est un phénomène bien documenté chez les oiseaux. Leur système nerveux est plus fragile que celui des mammifères. Mais qu'est-ce qui les a effrayées à ce point ?» Claire sembla réfléchir un instant. « Je pense qu'elles ont senti quelque chose d'inhabituel. Les animaux perçoivent des choses que nous ne remarquons pas. Peut-être ont-elles senti l'odeur de la mort qui s'approchait. » Cette réponse énigmatique ne satisfit pas Dr Moreau. « L'odeur de la mort. »« Oui, » confirma Claire avec sérieux. Papa m'avait expliqué que tous les êtres vivants dégagent des signaux chimiques différents selon leur état de santé. Quand quelqu'un va mourir, son corps commence à changer, même avant que les symptômes ne soient visibles. Les animaux le sentent. Cette explication d'une logique scientifique troublante laissa le médecin perplexe. Il était vrai que certains animaux semblaient capables de détecter les maladies ou les changements physiologiques chez leurs congénères. Mais qu'une enfant de 8 ans puisse formuler cette théorie avec une telle précision dépassait l'entendement. Dr Moreau décida de changer d'approche. «
Claire, est-ce que tu regrettes parfois la mort de tes parents? Pour la première fois, une émotion sembla passer dans les yeux de l'enfant. Mais ce n'était ni de la tristesse, ni du chagrin. C'était quelque chose de plus complexe, de plus sombre. « Je regrette qu'il ne soit plus là pour m'enseigner », dit-elle finalement. « Papa avait encore beaucoup de choses à me montrer. Mais la mort fait partie de la vie, docteur. C'est la seule certitude que nous ayons. Tout le reste n'est qu'illusion. » Cette philosophie, d'un nihilisme troublant dans la bouche d'une enfant, confirma les pires craintes de Dr Moreau. Il poursuivit son interrogatoire pendant près d'1 heure, tentant de percer les défenses psychologiques de Claire. Mais l'enfant répondait à toutes ces questions avec la même logique implacable et le même détachement émotionnel. Quand il redescendit au salon avec Pierre et Marguerite, Dr Moreau était profondément troublé. Cet enfant présente des caractéristiques psychologiques extrêmement préoccupantes, déclara-t-il sans détour. Son intelligence est remarquable, mais elle s'accompagne d'une absence totale d'empathie et d'une fascination morbide pour la mort et la souffrance. « Que pouvons-nous faire ?» demanda Marguerite, les larmes aux yeux. « Je dois poursuivre mes observations », répondit Dr Moreau, « et je vais écrire à des confrères parisiens qui ont de l'expérience avec ce type de cas. En attendant, il faut surveiller Claire de très près. Ne la laissez jamais seule avec d'autres enfants ou avec des animaux. » Cette recommandation, bien que sensée, arriva trop tard. Ce même après-midi, alors que Dr Moreau était reparti au village pour expédier ses lettres, un nouvel incident vint bouleverser la tranquillité relative de la ferme. Marguerite préparait le dîner dans la cuisine quand elle entendit des cris venant de la cour. Elle se précipita dehors et découvrit Henri Dubois, le fils de la sage-femme, âgé de 12 ans, qui courait vers la route en hurlant de terreur. « Madame Lefebvre !» cria-t-il en s'arrêtant près de la barrière, le visage blême et les yeux exorbités. Claire, elle, il était si secoué qu'il n'arrivait pas à former des phrases cohérentes. Marguerite l'attrapa par les épaules pour le calmer. « Que s'est-il passé, Henri? Où est Claire ?»« Dans la grange, » bégaya le garçon. « Elle m'a montré, oh mon Dieu, elle m'a montré des choses horribles. » Marguerite sentit son sang se glacer. Elle laissa Henri aux soins d'une voisine qui accourait, attirée par les cris, et se dirigea vers la grange avec appréhension. Elle trouva Claire, agenouillée près d'une caisse en bois, parfaitement calme et concentrée. Autour d'elle étaient disposés plusieurs petits animaux, des souris, des oiseaux, un écureuil, tous apparemment morts, mais étrangement préservés. « Claire !» s'exclama Marguerite horrifiée. « Qu'as-tu fait ?» L'enfant leva vers elle ses yeux clairs, sans trace de culpabilité. « J'enseignais à Henri les principes de l'anatomie comparée, » expliqua-t-elle calmement. « Mais il n'a pas apprécié la leçon, il manque de curiosité scientifique. » Marguerite s'approcha de la caisse et faillit s'évanouir en découvrant son contenu. Les petits animaux avaient été soigneusement disséqués, leurs organes internes exposés avec une précision chirurgicale. Certains semblaient avoir été ouverts alors qu'ils étaient encore vivants. « Comment as-tu fait cela ?» murmura-t-elle, la main plaquée sur la bouche pour réprimer une nausée. « Avec les instruments de papa », répondit Claire en montrant une trousse de cuir qui contenait des scalpels et autres outils chirurgicaux. « Je les avais cachés dans mes affaires quand nous avons quitté l'ancienne maison. Papa m'avait dit qu'il m'appartiendrait un jour. Mais ces pauvres créatures... Elles ont souffert. » Claire inclina la tête comme si cette objection lui paraissait curieuse. « La souffrance est temporaire, tante Marguerite, mais la connaissance que l'on acquiert en l'observant est éternelle. Ces animaux ont contribué à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. » Cette justification, prononcée avec une conviction troublante, acheva de convaincre Marguerite que sa nièce représentait un danger réel. Elle prit Claire par la main. La peau de l'enfant était froide et étrangement ferme et la ramena vers la maison. « Nous attendrons ton oncle Pierre et le docteur Moreau, » dit-elle d'une voix qu'elle espérait ferme. « Tu resteras dans ta chambre jusqu'à leur retour. » Claire acquiesça avec docilité. « Bien sûr, tante Marguerite. Mais vous devriez réfléchir à quelque chose. Henri va raconter ce qu'il a vu à sa mère, et elle va le répéter à tout le village.
Bientôt, tout le monde saura que je mène des expériences scientifiques. Ils ne comprendront pas et ils auront peur. Cette prédiction, énoncée avec une lucidité dérangeante, s'avéra exacte. En moins d'une heure, la nouvelle de la découverte macabre s'était répandue à travers Saint-Éloi. Des groupes de villageois commencèrent à se rassembler sur la place de l'église, discutant à voix basse de cet enfant qui n'était pas normal. Madame Dubois, la sage-femme, arriva à la ferme dans un état de grande agitation. Son fils, Henri, encore secoué par ce qu'il avait vu, s'accrochait à ses jupes en refusant de s'approcher de la maison. « Marguerite !» s'écria-t-elle. « Qu'est-ce que cet enfant a fait à mon garçon? Il délire, il parle d'animaux ouverts, de sang, d'horreurs que je n'ose même pas répéter. » Marguerite, épuisée par l'émotion, lui raconta ce qu'elle avait découvert dans la grange. Le récit ne fit qu'accentuer l'hystérie de Madame Dubois. « Cette petite est possédée !» hurla-t-elle. « Il faut appeler le curé, il faut l'exorciser !» Ces cris attirèrent d'autres villageois, et bientôt une petite foule s'assembla devant la ferme. Pierre, alerté par le tumulte, quitta précipitamment sa forge pour rentrer chez lui. Il trouva sa propriété encerclée par des voisins en colère qui réclamaient des explications. « Pierre !» l'interpella Joseph Grimaud, le père du garçon noyé dans l'étang. « Cet enfant a tué mon Paul, j'en suis sûr maintenant. Et mes poules, ajouta un autre fermier, elles sont toutes mortes le lendemain de son arrivée. » Pierre tenta de calmer les esprits, mais la peur et la superstition l'emportèrent sur la raison. La situation dégénérait rapidement, et il commençait à craindre pour la sécurité de sa nièce, malgré ses propres inquiétudes concernant le comportement de l'enfant. C'est à ce moment que Dr Moreau arriva, attiré par l'agitation. Il se fraya un chemin à travers la foule et parvint jusqu'à Pierre. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. Pierre lui expliqua rapidement les événements de l'après-midi. « Docteur » Moreau l'écouta avec une gravité croissante, comprenant que la situation avait atteint un point critique. « Il faut que je voie clair immédiatement » déclara-t-il, « et vous devez faire disperser cette foule. La justice ne se rend pas dans la rue. » Ils pénétrèrent dans la maison assiégée, laissant Marguerite tenter de raisonner les villageois. Claire les attendait dans le salon, assise bien droite dans son fauteuil, les mains sagement posées sur ses genoux. Son calme contrastait de façon saisissante avec l'agitation qui régnait à l'extérieur. « Bonsoir, docteur Moreau, » dit-elle poliment. « Je suppose que vous voulez me parler de mes expériences de cet après-midi ?» Docteur Moreau s'assit en face d'elle, étudiant attentivement son expression. « Claire, comprends-tu pourquoi les gens sont en colère ?»« Bien sûr, » répondit-elle avec cette logique implacable qui la caractérisait. « Ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. C'est un réflexe primitif. Papa m'avait expliqué que la plupart des gens préfèrent l'ignorance à la connaissance, parce que savoir, c'est parfois douloureux. Et toi, as-tu ressenti de la douleur en disséquant ces animaux ?» Claire sembla réfléchir à cette question. De la douleur? Non. De la curiosité, oui. De l'excitation face à la découverte, mais pas de douleur. Pourquoi aurais-je mal? Ces créatures étaient déjà mortes quand j'ai commencé. Henri prétend qu'au moins un des animaux était encore vivant quand tu l'as ouvert. Pour la première fois, une lueur d'intérêt authentique passa dans les yeux de Claire. Ah, l'écureuil. Oui, il respirait encore, mais à peine. J'ai pensé qu'il serait intéressant d'observer le moment exact où la vie s'arrête. C'est un phénomène fascinant, docteur. Le cœur continue de battre quelques secondes après que le cerveau ait cessé de fonctionner. Cette révélation, livrée avec un détachement scientifique troublant, confirma les pires craintes de Dr Moreau. Il se trouvait face à un cas de sociopathie infantile d'une gravité exceptionnelle. « Claire, dit-il en choisissant soigneusement ses mots, comprends-tu que tes actions causent de la souffrance ?» L'enfant inclina la tête, comme si cette question était d'un intérêt purement théorique. « Vous parlez de la souffrance des animaux ou de celle des humains qui les observent ?» Les deux. La souffrance animale est brève et instinctive, expliqua Claire avec cette précision troublante. Ils n'ont pas conscience de leur mortalité comme nous. Pour eux, la douleur n'a pas de signification existentielle. Quant à la souffrance humaine, eh bien, elle révèle souvent plus sur l'observateur que sur l'objet observé. Cette analyse d'une froideur calculée
glaça le sang de Dr Moreau. Il comprit qu'il ne se trouvait pas face à une enfant traumatisée ou perturbée, mais devant quelque chose de beaucoup plus dangereux. Un esprit brillant, totalement dépourvu de compassion. À l'extérieur, les voix de la foule se faisaient plus menaçantes. On entendait des appels à la justice, des réclamations d'intervention divine et même quelques suggestions plus sinistres concernant le sort à réserver à Claire. « Il faut que nous partions d'ici », murmura Pierre à l'oreille du médecin. « Ces gens sont capables de tout dans leur état actuel. » Dr Moreau acquiesça. « J'ai un ami à Compiègne qui dirige un établissement pour enfants. Difficile. Il pourrait accueillir Claire temporairement, le temps que nous trouvions une solution plus permanente. Vous parlez de moi comme si je n'étais pas là, observa Claire avec amusement. C'est impoli, docteur, et inutile. Je peux parfaitement entendre vos plans. Cette remarque, prononcée avec une maturité déconcertante, rappela aux deux hommes qu'ils avaient affaire à une intelligence exceptionnelle, même si elle était mal orientée. « Que proposes-tu alors, Claire ?» demanda Dr Moreau, curieux de connaître la perspective de l'enfant. « Je propose que nous soyons honnêtes les uns envers les autres, » répondit-elle avec ce sourire étrange qui ne touchait jamais ses yeux. « Vous savez que je ne suis pas comme les autres enfants. Moi, je sais que vous allez essayer de me changer ou de m'enfermer. Mais vous devriez comprendre que mes particularités pourraient être utiles dans certaines circonstances. » « Utiles comment ?» Claire se leva gracieusement de son fauteuil et se dirigea vers la fenêtre. Au dehors, la foule grossissait et des torches commençaient à illuminer la nuit naissante. « Regardez-les » dit-elle en désignant les villageois. « Ils sont terrifiés par une fillette de 8 ans. Imaginez ce qu'ils ressentiraient face à un véritable danger. La peur révèle la vraie nature des gens, docteur, et la vraie nature des gens n'est pas très reluisante. » Cette observation, d'un cynisme troublant, révélait une compréhension de la psychologie humaine qui dépassait largement l'âge de Claire. La nuit tombait rapidement sur Saint-Éloi, et avec elle montait la tension. Docteur Moreau comprit qu'il fallait agir rapidement avant que la situation ne dégénère complètement. Il décida de tenter une approche différente avec Claire. « Si tu viens avec moi à Compiègne, dit-il, tu auras accès à une bibliothèque scientifique beaucoup plus fournie que celle de ton père. Tu pourrais étudier l'anatomie humaine dans des livres spécialisés, apprendre la chirurgie avec de vrais professeurs. » Pour la première fois, Claire sembla véritablement intéressée. « Ah, vous me promettez que je pourrais continuer mes recherches dans un cadre contrôlé et approprié ?» confirma Dr Moreau, bien qu'il ne fût pas certain de pouvoir tenir cette promesse. Claire le regarda longuement, comme si elle évaluait la sincérité de ses paroles. Puis elle acquiesça lentement. « Très bien, dit-elle, mais j'ai une condition. »« Laquelle ? » ?»« Je veux emporter mes collections, tous mes spécimens, mes notes, mes dessins. C'est le fruit de mois de travail, et je refuse de l'abandonner. » Cette requête macabre fit frissonner Dr Moreau, mais il comprit qu'il n'avait pas le choix. « D'accord, dit-il. Nous emporterons tes recherches. » Claire sourit, et cette fois, son sourire semblait presque chaleureux. « Presque. Parfait, dit-elle. Dans ce cas, nous pouvons partir dès que vous le souhaitez. Mais, docteur... » « Oui, j'espère que vous ne regretterez pas cette décision. Les gens qui me sous-estiment finissent souvent par le regretter. » Cette menace voilée, prononcée avec une innocence apparente par une enfant de 8 ans, restera gravée dans la mémoire de Dr Moreau pour le reste de ses jours. Alors que les préparatifs de départ s'organisaient dans l'urgence, Claire remonta dans sa chambre pour rassembler ses affaires. Seule dans l'obscurité, elle contempla une dernière fois les murs couverts de ses dessins anatomiques. Bientôt, elle aurait accès à de nouveaux sujets d'étude, de nouvelles possibilités d'expérimentation. Elle caressa délicatement la trousse d'instruments chirurgicaux de son père, souriant à la pensée de tous les secrets qu'elle allait pouvoir découvrir. Les adultes croyaient pouvoir la contrôler, la changer, mais ils se trompaient lourdement. Claire Lefebvre avait des projets et rien ni personne ne l'empêcherait de les mener à bien. Le voyage vers Compiègne s'effectua dans un silence pesant. Dr Moreau avait organisé le départ de Claire en pleine nuit,
espérant éviter les confrontations avec les villageois en colère. La carriole cahotait sur les routes défoncées de la campagne picarde, emportant l'enfant vers ce qui devait être un nouveau chapitre de son existence troublante. L'établissement du docteur Auguste Falleret, situé dans un ancien manoir aux portes de Compiègne, accueillait une vingtaine d'enfants présentant divers troubles mentaux. Spécialisé dans l'étude de ce que l'on commençait alors à appeler la folie morale, le docteur Falleret était l'un des rares psychiatres français à s'intéresser aux pathologies infantiles. « Mon cher Moreau, dit-il en accueillant son confrère dans son bureau lambrissé, votre lettre m'a profondément intrigué. Une enfant de 8 ans présentant des signes de sociopathie aussi marqués, c'est exceptionnel dans nos annales. Docteur. Falleret était un homme de 50 ans, au crâne dégarni et aux lunettes cerclées d'or. Ses manières polies dissimulaient une intelligence acérée et une curiosité scientifique insatiable. Il dirigeait son établissement selon les principes les plus modernes de la psychiatrie, privilégiant l'observation et l'analyse plutôt que les méthodes coercitives encore courantes dans d'autres institutions. « Je dois vous prévenir », répondit docteur. Moreau, en regardant par la fenêtre Claire qui explorait tranquillement le parc, cette enfant est exceptionnellement intelligente et manipulatrice. Elle a déjà causé plusieurs morts dans son village natal, bien que nous ne puissions le prouver formellement. Des morts, à 8 ans, un enfant noyé, plusieurs animaux empoisonnés ou tués, et des circonstances toujours troublantes qui l'entourent. Mais elle présente ses actions comme des expériences scientifiques motivées par la curiosité. Dr Falleret ajusta ses lunettes, visiblement fasciné. Extraordinaire. J'ai traité quelques cas de violence infantile, mais jamais avec une telle préméditation. Pourrais-je examiner ses affaires personnelles? Dr Moreau lui remit la malle contenant les collections de Claire. Quand Dr Falleret l'ouvrit, il découvrit un assemblage macabre mais méticuleux. Des squelettes de petits animaux parfaitement nettoyés et étiquetés, des bocaux contenant des organes préservés dans l'alcool et des carnets remplis de notes et de dessins d'une précision scientifique remarquable. « Mon Dieu !» murmura-t-il en feuilletant l'un des carnets. « Ces dessins anatomiques sont d'une qualité professionnelle et ces notes, regardez cette analyse sur la décomposition des tissus musculaires. Comment une enfant peut-elle posséder de telles connaissances? Son père était vétérinaire, expliqua Dr Moreau, mais j'ai des soupçons sur la nature exacte de l'éducation qu'il lui a prodiguée. Dr Falleret continua son examen des affaires de Claire. Au fond de la malle, il découvrit un objet qui le figea, un carnet relié en cuir noir, fermé par un petit cadenas. L'écriture sur la couverture était différente, plus mûre. « Ce carnet n'est pas de la main de Claire », observa-t-il. « L'écriture est masculine, adulte. » Dr Moreau s'approcha. « Il doit appartenir à son père. Claire a peut-être conservé ses notes personnelles. » Dr Falleret força délicatement le cadenas avec un coupe-papier. Ce qu'il découvrit en ouvrant le carnet le laissa sans voix. Les pages étaient couvertes de l'écriture serrée d'Henri Lefebvre, le père de Claire, mais le contenu dépassait tout ce qu'ils avaient pu imaginer. 15 mars 1866, lut Dr Falleret à voix haute. Ma petite Claire a maintenant 7 ans, et ses progrès dépassent mes espérances les plus folles. Aujourd'hui, elle a assisté à ma première véritable expérience sur un sujet humain. Le vagabond que j'avais trouvé dans la forêt était parfait. Personne ne le rechercherait. Claire a observé chaque étape de la dissection avec une fascination pure, sans trace de dégoût ou de peur. Elle pose des questions d'une pertinence remarquable sur le fonctionnement des organes vitaux. Docteur Moreau sentit ses jambes se dérober sous lui. « Continuez », murmura-t-il d'une voix blanche. 22 mars 1866. Claire a suggéré elle-même de tester les effets de différents poisons sur des sujets de taille variée. Son approche méthodique me fascine. Nous avons commencé par des lapins, puis des chiens errants. Elle note scrupuleusement les symptômes et les temps de réaction. J'ai créé un monstre, ou un génie. Docteur. Falleret tourna plusieurs pages, découvrant des descriptions de plus en plus horrifiantes.
Henri Lefebvre avait systématiquement initié sa fille à des expériences d'une cruauté indicible, utilisant d'abord des animaux, puis des êtres humains vulnérables qu'il attirait dans son laboratoire secret. 10 août 1866, Claire a 8 ans aujourd'hui. Pour célébrer, je lui ai permis de conduire elle-même une expérience complète sur le mendiant que nous détenons depuis une semaine. Sa précision chirurgicale est remarquable pour son âge. Elle comprend instinctivement les points de pression pour maximiser la douleur sans causer une mort immédiate. Mon épouse Elisabeth commence à soupçonner quelque chose. Il faudra bientôt prendre des mesures. Mon Dieu, balbutia Dr Moreau, Henri Lefebvre était un meurtrier et il a fait de sa fille sa complice. Dr Falrey continua sa lecture, découvrant l'ampleur des atrocités commises par le père et la fille. Le carnet révélait que Claire n'était pas seulement témoin des expériences de son père, mais qu'elle en était rapidement devenue la complice active, puis la dirigeante. 2 septembre 1867. Claire dépasse maintenant ses maîtres. Hier, elle a éliminé sa mère avec une subtilité que j'admire malgré moi. Elisabeth avait découvert notre laboratoire et menaçait de nous dénoncer. Claire a suggéré d'utiliser l'extrait de digital que nous avions préparé. L'empoisonnement lent a parfaitement imité une crise cardiaque. Même le médecin du village n'y a vu que du feu. Les 2 hommes se regardèrent, horrifiés par cette révélation. La mère de Claire n'était pas morte dans l'accident de carriole, mais assassinée par sa propre fille. « Attendez !» dit Dr Falrey en continuant sa lecture. Il y a une dernière entrée datée du jour de l'accident supposé. 5 septembre 1867. Claire a pris une décision qui me terrifie. Elle affirme que je suis devenu un frein à son évolution scientifique. Ce matin, elle a sabordé les roues de notre carriole avec une précision diabolique. Je sais que ce voyage sera notre dernier. Elle l'a calculé pour que je meure dans l'accident, la laissant seule et libre de poursuivre ses expériences. Ma propre fille va me tuer et je ne peux que l'admirer pour son génie. Que Dieu nous pardonne pour ce que nous avons créé. Le silence qui suivit cette lecture fut oppressant. Docteur. Falrey referma lentement le carnet, ses mains tremblant légèrement. Cet enfant, murmura-t-il, a assassiné ses 2 parents. Elle a orchestré leur mort avec une intelligence froide et calculée. Et maintenant, elle est ici, ajouta Dr Moreau, dans votre établissement, avec d'autres enfants vulnérables. Ils se tournèrent vers la fenêtre. Claire était toujours dans le parc, assise sur un banc, en conversation animée avec 2 autres pensionnaires. De loin, elle ressemblait à n'importe quelle fillette de son âge, innocente, fragile, charmante. « Il faut que je l'interroge immédiatement », déclara Dr Falrey, « mais cette fois, nous savons à qui nous avons affaire. » Ils firent appeler Claire, qui arriva dans le bureau avec sa politesse habituelle. Elle remarqua immédiatement le carnet ouvert sur le bureau et son expression ne changea pas d'un iota. « Bonjour, Dr Falrey, » dit-elle en s'asseyant gracieusement. « J'espère que vous avez trouvé les notes de papa instructives. Il était un excellent professeur. » Cette admission tranquille de culpabilité laissa les 2 hommes sans voix. Dr Falrey reprit ses esprits le premier. « Claire, dit-il d'une voix qu'il espérait ferme, comprends-tu la gravité de ce qui est écrit dans ce carnet ?»« Bien sûr, répondit-elle, avec cette logique implacable qui la caractérisait. Papa documentait nos expériences scientifiques. C'est important de tenir des registres précis pour le progrès de la connaissance. Tu parles du meurtre de ta mère et de ton père comme d'expériences scientifiques ?» Claire inclina la tête, comme si cette distinction lui semblait artificielle. « La mort fait partie de la vie, Dr Falrey. Mes parents avaient rempli leur fonction. Maman devenait un obstacle et papa, eh bien, il commençait à manquer d'imagination. J'avais appris tout ce qu'il pouvait m'enseigner. » Cette froideur calculée glaça le sang des 2 médecins. Ils se trouvaient face à un esprit brillant mais totalement dépourvu de conscience morale. « Et les autres morts à Saint-Éloi ?» demanda Dr Moreau. « Paul Grimaud, les animaux. »« Des études de cas, » répondit Claire simplement. « Chaque sujet m'apprend quelque chose de nouveau sur les mécanismes de la peur, de la douleur, de la mort.
Paul était particulièrement intéressant. Il était si sûr de lui, si arrogant. Voir cette confiance se transformer en terreur pure quand je lui ai montré ce que j'avais fait à la grenouille. C'était fascinant. Tu l'as poussé dans l'étang? Il est tombé tout seul, précisa Claire, avec un sourire presque amusé. La peur lui a fait perdre l'équilibre. J'ai juste attendu qu'il se noie. C'était important d'observer le processus complet. Dr Falret échangea un regard horrifié avec son confrère. Cet enfant décrivait des meurtres avec le détachement d'un scientifique analysant des spécimens de laboratoire. « Claire, dit-il en se penchant vers elle, n'éprouves-tu jamais de remords, de tristesse, de peur ?» L'enfant réfléchit sérieusement à cette question. « Je ne comprends pas ces émotions, avoua-t-elle finalement. Papa m'a expliqué qu'elles sont des faiblesses évolutives. Les prédateurs efficaces ne peuvent pas se permettre d'être handicapés par l'empathie. Tu te considères comme un prédateur? Ne le sommes-nous pas tous? Répondit Claire avec cette logique implacable. La différence, c'est que la plupart des gens se mentent à eux-mêmes. Moi, j'accepte ma nature. Cette philosophie nihiliste, articulée par une fillette de 8 ans, révélait l'étendue des dégâts causés par l'éducation monstrueuse d'Henri Lefebvre. Dr Falret se leva et fit quelques pas vers la fenêtre, réfléchissant à la situation. « Claire, dit-il finalement, que comptes-tu faire maintenant ? » « Continuer mes recherches, répondit-elle sans hésitation. Il y a tant de choses à découvrir sur la nature humaine. Cet établissement offre de nombreuses opportunités d'études. Vos autres patients présentent des pathologies fascinantes. Cette déclaration d'intention sonna comme une menace aux oreilles des 2 médecins. Docteur, Falret comprit qu'il ne pouvait pas garder Claire dans son établissement sans mettre en danger les autres enfants. « Je crains que ce ne soit pas possible, dit-il. Tes méthodes de recherche sont incompatibles avec notre mission thérapeutique. » Pour la première fois, une lueur de contrariété passa dans les yeux de Claire. « Que proposez-vous alors ?» Dr Falret et Dr Moreau échangèrent un regard lourd de sens. La situation dépassait leurs compétences habituelles. Ils avaient affaire à un cas unique dans les annales de la psychiatrie. Un enfant génie devenu un sociopathe accompli par l'éducation perverse de son père. « Il existe un établissement à Paris, » dit lentement Dr Falret, dirigé par le docteur Étienne Esquirol lui-même. Il s'intéresse au cas exceptionnel. « Un asile ?» demanda Claire, son intelligence perçant immédiatement le subterfuge. « Un institut de recherche, » corrigea Dr Falret. « J'y serai étudié par les plus grands spécialistes de France. En échange, tu accepterais de modérer tes expériences personnelles. » Claire sembla peser cette proposition. « Et si je refuse? Alors nous serions contraints de te dénoncer aux autorités pour les meurtres de tes parents, » dit Dr Moreau avec une fermeté qu'il ne ressentait pas. Un sourire étrange étira les lèvres de Claire. « Dr Moreau, vous oubliez que je n'ai que 8 ans. Aucun tribunal ne me condamnerait pour des crimes aussi complexes. Au pire, on m'enverrait dans un orphelinat religieux, et je sais parfaitement comment manipuler les bonnes sœurs. » Cette analyse lucide de sa situation juridique révéla une fois de plus l'intelligence exceptionnelle de l'enfant. Les 2 hommes comprirent qu'ils ne disposaient d'aucun moyen de contrainte légale efficace. « Cependant, » continua Claire, « l'offre du docteur Esquirol m'intéresse. J'ai entendu parler de ses travaux sur la folie. Il pourrait m'apprendre des choses utiles. J'accepte votre proposition à une condition. Laquelle ? Je veux garder mes collections et mes instruments, et je veux pouvoir correspondre librement avec l'extérieur. Il y a d'autres personnes qui partagent mes intérêts scientifiques. » Cette dernière révélation glaça le sang des 2 médecins. Claire suggérait qu'elle était en contact avec d'autres individus aux tendances similaires. « Qui sont ces personnes ?» demanda Dr Falret. « Oh, vous seriez surpris, » répondit Claire avec ce sourire énigmatique qui ne touchait jamais ses yeux. « L'Europe compte plus de gens comme moi que vous ne le pensez. Nous nous reconnaissons, nous nous entraidons. C'est une forme de sélection naturelle. » Cette allusion à un réseau de sociopathes organisés ouvrait des perspectives terrifiantes. « Docteur,
Moreau comprit qu'ils avaient peut-être découvert bien plus qu'un cas isolé de pathologie infantile. Le soir même, des arrangements furent pris pour le transfert de Claire vers Paris. Dr Falrette rédigea un rapport détaillé pour son confrère Esquirol, omettant volontairement les détails les plus compromettants pour éviter de déclencher un scandale public. « Cet enfant, écrivit-il, représente un défi unique pour notre compréhension de la psychologie humaine. Son intelligence exceptionnelle, combinée à l'absence totale d'empathie, en fait un sujet d'étude fascinant mais extrêmement dangereux. Je recommande la plus grande prudence dans sa prise en charge. » Cette nuit-là, Dr Moreau eut du mal à trouver le sommeil. Il repensait aux événements des dernières semaines, à cette fillette d'apparence angélique qui cachait l'âme d'un prédateur calculé. Il se demandait combien d'autres enfants comme Claire existaient dans l'ombre, produits d'éducation monstrueuse ou de dispositions naturelles perverses. Au matin, quand il vint faire ses adieux à Claire avant son départ pour Paris, il la trouva dans le parc, assise sous un chêne centenaire. Elle caressait un chat qui ronronnait paisiblement sur ses genoux. La scène aurait été touchante avec n'importe quel autre enfant. « Bonjour, docteur Moreau », dit-elle sans lever les yeux de l'animal. « Venez-vous me dire au revoir ?»« Oui, Claire. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches à Paris. »« Oh, j'en suis certaine », répondit-elle en continuant de caresser le chat. Le docteur Esquirol a écrit des choses fascinantes sur la nature de la folie. Je pense qu'il sera surpris de découvrir que la folie et le génie ne sont séparés que par une frontière très mince. Cette observation, d'une profondeur philosophique troublante, révéla une fois de plus la complexité de l'esprit de Claire. « Il y a quelque chose que je voudrais que vous compreniez, docteur, » continua-t-elle en levant enfin ses yeux clairs vers lui. « Je ne suis pas mauvaise au sens où vous l'entendez. Je suis juste différente, évoluée peut-être. Papa disait que j'étais ce que l'humanité pourrait devenir si elle abandonnait ses faiblesses sentimentales. Et toi, qu'en penses-tu » Claire sourit, et ce sourire contenait une sagesse ancienne qui n'avait pas sa place sur le visage d'une enfant de 8 ans. Je pense que l'avenir appartient à ceux qui osent regarder au-delà des illusions morales. La compassion est un luxe que nous ne pourrons plus nous permettre quand les ressources se raréfieront et que la survie redeviendra une priorité. Cette vision darwinienne de l'évolution humaine, exprimée avec une conviction tranquille, laissa Dr Moreau sans réponse. Il serra la main froide de Claire et regagna sa carriole, emportant avec lui l'image troublante de cet enfant qui représentait peut-être l'avenir de l'humanité, ou sa perte. Tandis que la voiture s'éloignait sur le chemin poussiéreux, Claire resta assise sous son arbre, continuant de caresser le chat. Mais si Dr Moreau avait pu voir l'expression de l'enfant à ce moment-là, il aurait été glacé d'effroi, car Claire souriait, d'un sourire qui n'avait rien d'innocent. Le chat sur ses genoux était mort depuis plusieurs minutes, empoisonné par une substance que Claire avait dissimulée sous ses ongles. Elle continuait de le caresser, étudiant la façon dont la rigidité cadavérique s'installait progressivement dans les muscles de l'animal. « Au revoir, docteur Moreau », murmura-t-elle. « Nous nous reverrons peut-être un jour. Et quand ce jour viendra, j'espère que vous vous souviendrez de cette conversation. » Car Claire Lefebvre avait des projets qui dépassaient largement les capacités d'imagination des braves médecins qui croyaient pouvoir la contrôler. À Paris, l'attendaient de nouveaux défis, de nouveaux sujets d'études, et surtout, l'opportunité de rencontrer d'autres esprits aussi brillants et libérés que le sien. L'avenir s'annonçait passionnant. Paris, janvier 1868. L'Institut Esquirol se dressait dans le 13e arrondissement, derrière de hauts murs de pierre qui dissimulaient aux regards indiscrets les recherches révolutionnaires menées en son sein. Cet établissement, fondé par le célèbre aliéniste Étienne Esquirol, accueillait les cas les plus complexes de la psychiatrie française naissante. Docteur Étienne Esquirol, 70 ans, était un homme de petite taille aux cheveux blancs soigneusement peignés et aux yeux perçants, qui semblait sonder l'âme de ses interlocuteurs.
Pionnier de l'étude des maladies mentales, il avait révolutionné la compréhension de la folie en France et correspondait avec les plus grands esprits scientifiques de son époque. « Ma chère Claire, dit-il en accueillant la fillette dans son bureau au mur tapissé de livres, les rapports de mes confrères vous concernant sont fascinants. Vous représentez un cas unique dans mes 40 années de pratique. » Claire, vêtue d'une robe de laine grise réglementaire de l'Institut, s'assit avec cette grâce naturelle qui la caractérisait. Son regard clair balaya rapidement la pièce, notant chaque détail avec une précision d'entomologiste. « Merci, docteur Esquirol, répondit-elle poliment. J'ai lu plusieurs de vos ouvrages. Votre approche de la classification des troubles mentaux est remarquable, bien que je ne sois pas certaine d'appartenir à l'une de vos catégories. » Cette réflexion, d'une maturité troublante, amusa le vieux médecin. « Et dans quelle catégorie vous placeriez-vous, mon enfant ?»« Je ne pense pas être folle, si c'est ce que vous voulez dire, » répondit Claire avec cette logique implacable qui la caractérisait. « Ma perception de la réalité est parfaitement claire. C'est plutôt ma moralité qui semble inhabituelle. » Docteur Esquirol ajusta ses lunettes, intrigué par cette analyse. En 40 ans de carrière, il avait rarement rencontré un patient capable d'une telle introspection clinique. « Parlez-moi de cette moralité inhabituelle », l'encouragea-t-il. Claire sembla réfléchir à la meilleure façon d'expliquer sa nature. « La plupart des gens sont handicapés par leurs émotions, docteur. Ils prennent des décisions irrationnelles basées sur la peur, l'amour, la compassion. Ces sentiments les empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Un système où seuls les plus adaptés survivent. Et vous ne ressentez pas ces émotions? Je les comprends intellectuellement, précisa Claire. Je peux les imiter quand c'est nécessaire, mais les ressentir? Non. C'est comme si cette partie de mon cerveau n'avait jamais été développée, ou peut-être a-t-elle été raffinée. Cette dernière remarque révéla une fois de plus l'influence de l'éducation perverse d'Henri Lefebvre. Docteur Esquirol nota mentalement de creuser cette piste. « Votre père vous a-t-il enseigné ces concepts ?» Pour la première fois, une émotion sembla passer furtivement dans les yeux de Claire. Pas de la tristesse ou du regret, mais quelque chose de plus complexe. « Papa m'a libéré des illusions qui paralysent la plupart des gens, dit-elle. Il m'a montré que la vie et la mort ne sont que des processus biologiques, sans signification morale intrinsèque. Certains naissent prédateurs, d'autres proies. Papa était un prédateur, mais un prédateur imparfait. Il était encore entravé par des résidus de conscience. Et vous? Moi, je suis l'évolution naturelle de ces enseignements, répondit Claire avec une conviction tranquille. Une prédatrice parfaite. Ces mots, prononcés par une fillette de 8 ans avec le sérieux d'un philosophe, glacèrent le sang du vieux médecin. Il comprit qu'il avait affaire à quelque chose de radicalement nouveau dans l'histoire de la psychiatrie. Les semaines suivantes, Dr Esquirol mena une série d'examens approfondis sur Claire. Il la soumit à des tests d'intelligence qui révélèrent un quotient intellectuel exceptionnel, des évaluations psychologiques qui confirmèrent l'absence totale d'empathie et des observations comportementales qui documentèrent ses capacités de manipulation extraordinaires. Cet enfant, écrivit-il dans son journal personnel, représente peut-être l'émergence d'un nouveau type d'être humain. Son intelligence exceptionnelle, combinée à l'absence de contraintes morales, en fait un spécimen d'étude fascinant. Mais je commence à me demander si nous étudions un patient ou si c'est elle qui nous étudie. Cette interrogation s'avéra prophétique. Claire, loin d'être passive dans son internement, menait ses propres recherches sur le personnel et les autres patients de l'Institut. Elle établissait des profils psychologiques détaillés de chaque individu, identifiant leurs faiblesses, leurs peurs, leurs désirs secrets. « Docteur Beaumont, dit-elle un jour à l'un des assistants d'Esquirol, vous devriez faire attention à votre consommation d'alcool. L'odeur persiste sur vos vêtements même quand vous pensez l'avoir dissimulée, et vos mains tremblent légèrement en fin d'après-midi. C'est les signes d'une dépendance naissante. » Cette observation, d'une précision troublante, déstabilisa complètement le jeune médecin qui pensait avoir parfaitement caché son problème d'alcoolisme naissant.
Claire appliquait cette même analyse minutieuse à tous ceux qu'elle côtoyait. Elle cartographiait l'Institut comme un général étudie un champ de bataille, identifiant les positions de force et les faiblesses de chaque acteur. Ses interactions avec les autres patients étaient particulièrement révélatrices. L'Institut accueillait une quinzaine d'enfants présentant divers troubles, hystérie, mélancolie, crises convulsives, retards mentaux. Claire les abordait tous avec la même curiosité scientifique qu'elle manifestait envers ses anciens sujets d'expérimentation. « Émile, dit-elle un jour à un garçon de 10 ans souffrant de crise d'épilepsie, vos convulsions suivent un schéma prévisible. Elles sont toujours précédées par une agitation particulière de votre œil gauche. C'est fascinant de voir comment le cerveau peut dysfonctionner de manière si régulière. Tu me fais peur, répondit Émile en reculant. Tu parles de moi comme si j'étais mort. Claire inclina la tête, curieuse de cette réaction. Mort? Non, Émile, vous êtes très vivant. C'est justement ce qui rend vos dysfonctionnements si intéressants à observer. Cette indifférence face à la détresse d'autrui confirmait les observations d'Esquirol. Claire était capable d'analyser la souffrance humaine avec la même objectivité qu'un entomologiste étudiant le comportement des insectes. Un incident particulier révéla l'étendue de ses capacités manipulatrices. Marie, une fillette de 9 ans souffrant d'hystérie, avait développé une phobie irrationnelle des objets tranchants. Claire, ayant identifié cette faiblesse, entreprit de l'aider à surmonter sa peur. « Marie, lui dit-elle avec une douceur feinte, je peux vous guérir de votre phobie. Papa m'a enseigné des techniques très efficaces. » Marie, désespérée de trouver un soulagement à ses angoisses, accepta l'aide de Claire. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Claire comptait utiliser cette thérapie improvisée pour mener ses propres expériences sur les mécanismes de la peur. « Il faut affronter graduellement ce qui vous terrifie, » expliqua Claire en sortant un petit couteau de sa collection personnelle. « Commencez par regarder la lame. Concentrez-vous sur sa beauté, sa perfection. » Marie, tremblante, fixait l'objet avec une terreur visible. Claire observait avec fascination chaque micro-expression de son visage, cataloguant mentalement les signes physiques de la peur extrême. « Maintenant, » continua Claire d'une voix hypnotique, « imaginez ce que cette lame pourrait faire, comment elle trancherait votre peau, le sang qui perlerait, la douleur qui... » Marie s'effondra en convulsions, victime d'une crise d'hystérie d'une violence inouïe. Claire continua de l'observer avec une curiosité détachée, prenant des notes mentales sur les manifestations physiques de l'effondrement psychologique. Quand les infirmiers accoururent pour secourir Marie, ils trouvèrent Claire agenouillée près d'elle, apparemment inquiète et compatissante. « Elle a eu une crise soudaine », expliqua Claire avec une parfaite simulation d'innocence. « J'essayais de l'aider à se calmer, mais elle n'arrivait pas à respirer. » Cette version des faits, livrée avec une sincérité apparente, fut acceptée par le personnel. Personne ne soupçonna que Claire avait délibérément provoqué la crise pour l'étudier. Docteur. Esquirol, cependant, commençait à avoir des doutes. Il avait remarqué que les incidents impliquant les autres patients se multipliaient depuis l'arrivée de Claire. Rien de directement attribuable à la fillette, mais une accumulation de coïncidences troublantes. « Claire, lui dit-il lors de leur séance suivante, avez-vous remarqué que vos camarades semblent plus agités depuis votre arrivée ?» Claire le regarda avec cette innocence feinte qu'elle maîtrisait parfaitement. « Maintenant que vous le mentionnez, oui. Je pense qu'ils ressentent ma différence. Cela les met mal à l'aise. »« Votre différence ?»« Ma clarté mentale, » expliqua Claire. « Quand on vit dans l'illusion, la vérité peut être très perturbante. Je ne fais que révéler à mes camarades leur vraie nature. » Cette explication, d'une logique retorse, révélait une fois de plus la capacité de Claire à retourner toute situation à son avantage. Dr Esquirol comprit qu'il devait changer de stratégie. Au lieu d'essayer de traiter Claire comme une patiente ordinaire, il décida de l'approcher comme un sujet d'étude scientifique exceptionnel. « Claire, dit-il lors de leur séance suivante, j'aimerais vous proposer un arrangement différent. Au lieu de subir des examens, que diriez-vous de devenir ma collaboratrice dans l'étude des troubles mentaux ?» Cette proposition
éveilla immédiatement l'intérêt de Claire. Collaboratrice? En quel sens? Vous pourriez m'aider à comprendre les mécanismes psychologiques de vos camarades. Votre perspective unique pourrait apporter des éclairages précieux à nos recherches. Claire sourit, et ce sourire contenait une satisfaction qui n'avait rien d'enfantin. C'est une offre intéressante, docteur, mais j'aurai quelques conditions. Lesquelles? Je veux accès à votre bibliothèque complète, y compris aux ouvrages réservés aux médecins. Je veux pouvoir mener mes propres observations sur les patients, et je veux correspondre avec d'autres chercheurs qui partagent mes intérêts. Ces demandes révélaient l'ambition véritable de Claire. Utiliser l'Institut comme base pour développer ses propres recherches et établir des contacts avec des esprits similaires aux siens. Dr Esquirol, malgré ses réserves, accepta cet arrangement. Il était trop fasciné par l'esprit de Claire pour renoncer à l'opportunité de l'étudier de près. Les mois qui suivirent transformèrent la dynamique de l'Institut. Claire, officiellement assistante junior du docteur Esquirol, eut accès à des privilèges extraordinaires pour un enfant de son âge. Elle passait ses journées à observer les autres patients avec une attention scientifique, rédigeant des rapports d'une précision troublante sur leur comportement et leur pathologie. Patient Émile G, écrivit-elle dans l'un de ses rapports, présente des crises d'épilepsie déclenchables par stimulation lumineuse spécifique. Fréquence optimale, 18 clignotements par seconde. Durée moyenne des convulsions, 3 minutes, 22 secondes. Note personnelle. Il serait intéressant d'étudier les effets de différents types de stress psychologique sur la fréquence des crises. Ces observations d'une froideur clinique troublante révélaient que Claire voyait ses camarades comme des sujets d'expérimentation plutôt que comme des êtres humains souffrants. Dr Esquirol découvrit rapidement que sa collaboratrice dépassait ses attentes en matière d'analyse psychologique. Les rapports de Claire contenaient des insights d'une profondeur remarquable, mais leur contenu devenait de plus en plus inquiétant. Patiente Marie-L, nota Claire dans un rapport particulièrement détaillé, présente une hystérie réactionnelle aux objets tranchants. Après exposition contrôlée répétée, j'ai observé une dégradation progressive de ces mécanismes de défense psychologique. Recommandation: maintenir la pression pour étudier le point de rupture complet. Cette recommandation, qui ressemblait davantage à un protocole de torture psychologique qu'à une thérapie, alarma Dr Esquirol. Il commença à soupçonner que Claire manipulait délibérément les autres patients pour ses propres expériences. Ses soupçons se confirmèrent quand il découvrit que Claire entretenait une correspondance secrète avec plusieurs personnalités européennes aux tendances troublantes. Interceptant l'une de ses lettres, il découvrit des échanges avec un certain docteur Victor Brenner de Vienne, réputé pour ses expériences controversées sur la douleur et la résistance psychologique. « Ma chère Claire, » écrivait Brenner, « vos observations sur les mécanismes de la peur chez les enfants sont fascinantes. J'aimerais vous inviter à Vienne pour collaborer à mes recherches sur les limites de la résistance mentale humaine. Vos talents pourraient s'épanouir pleinement dans mon laboratoire. » Cette correspondance révéla que Claire était déjà en contact avec un réseau international de chercheurs aux méthodes douteuses. Docteur Esquirol comprit qu'il avait peut-être contribué involontairement à former un monstre d'une intelligence exceptionnelle. La situation atteignit son point de rupture lors d'un incident qui marqua définitivement l'histoire de l'Institut. Paul, un adolescent de 14 ans souffrant de mélancolie chronique, fut retrouvé pendu dans sa chambre un matin de mars 1868. Le personnel attribua initialement ce drame à l'aggravation de sa dépression. Mais Dr Esquirol, désormais méfiant, mena sa propre enquête. Il découvrit que Claire avait eu plusieurs conversations privées avec Paul dans les jours précédant sa mort. Interrogée, elle admit avoir étudié l'évolution de ses tendances suicidaires. Paul était un sujet d'étude parfait, expliqua-t-elle, avec ce détachement troublant qui la caractérisait. Sa mélancolie le rendait particulièrement réceptif aux suggestions. J'ai voulu voir jusqu'où on pouvait influencer quelqu'un vers l'acte final.
Vous avez poussé ce garçon au suicide ?» demanda Dr Esquirol, horrifié. « Je n'ai fait que lui révéler la logique de sa propre condition, » répondit Claire. « Il souffrait depuis des années, sans espoir de guérison. Je lui ai simplement montré que sa souffrance avait une solution définitive. C'était presque un acte de compassion. » Cette justification monstrueuse révéla l'étendue de la perversion morale de Claire. Elle avait manipulé un adolescent fragile pour l'amener au suicide et elle présentait cet acte comme un service rendu. Dr Esquirol comprit qu'il ne pouvait plus garder Claire dans son institut. Elle représentait un danger mortel pour tous ceux qui l'entouraient. Mais il se trouvait face à un dilemme. Comment se débarrasser d'une enfant de 8 ans sans déclencher un scandale qui détruirait sa réputation et celle de son établissement? La solution vint de Claire elle-même. Lors de leur dernière entrevue, elle lui fit une proposition qui le laissa sans voix. « Docteur Esquirol, dit-elle avec ce sourire énigmatique qui ne touchait jamais ses yeux, je pense que nous avons tous les deux appris ce que nous pouvions l'un de l'autre. Il est temps pour moi de poursuivre mes recherches ailleurs. Que proposez-vous? Laissez-moi partir, dit Claire simplement. Je disparaîtrai de votre vie, de votre institut, de Paris si nécessaire. En échange, je garderai le secret sur nos collaborations. » Cette offre, qui ressemblait à du chantage déguisé, révéla une fois de plus l'intelligence stratégique de Claire. Elle comprenait parfaitement la position précaire dans laquelle se trouvait Dr Esquirol. « Une enfant de 8 ans ne peut pas simplement disparaître ?» objecta le médecin. « Les autorités poseront des questions. »« Les autorités croiront ce qu'on leur dira », répondit Claire avec assurance. Un accident tragique, une fuite, une maladie soudaine, il y a tant de façons pour un enfant de disparaître sans laisser de traces. Et vous, docteur, vous avez tous les contacts nécessaires pour organiser cette disparition. Docteur Esquirol réalisa avec horreur que Claire avait raison. Son réseau de relations dans le milieu médical et administratif lui permettrait effectivement de faire disparaître officiellement la fillette. Mais accepter cette proposition reviendrait à libérer un prédateur d'une intelligence exceptionnelle dans la société. « Si je refuse ?» demanda-t-il. Claire inclina la tête, comme si elle réfléchissait à cette éventualité. « Dans ce cas, je continuerai mes recherches ici. Vos patients sont si coopératifs, et il y a encore tant de choses à découvrir sur les mécanismes de la souffrance mentale. » Cette menace voilée suffit à convaincre Dr Esquirol. Il comprit qu'il n'avait pas le choix. Soit il libérait Claire, soit il risquait de voir son institut transformé en laboratoire de torture psychologique. « Très bien, dit-il finalement. Mais j'ai une condition. Je veux que vous quittiez la France, définitivement. »« L'Europe est vaste, » répondit Claire avec ce sourire troublant, « et pleine d'opportunités pour quelqu'un de mes talents. » Les arrangements pour la disparition de Claire furent pris dans le plus grand secret. Docteur Esquirol utilisa ses contacts pour créer de faux papiers au nom de Margot Dubois, orpheline de 12 ans, et organisa son transfert vers un convoi de réfugiés en partance pour l'Autriche. Le soir de son départ, Claire fit ses adieux au personnel de l'Institut avec une politesse parfaite. Personne, à part Dr Esquirol, ne connaissait sa véritable nature. Pour tous les autres, elle était simplement une petite fille intelligente mais fragile qui partait retrouver une famille d'adoption. « Au revoir, docteur Esquirol, » dit-elle en lui serrant la main. « Merci de m'avoir tant appris sur la nature humaine. Je mettrai ces leçons à bon usage. »« Claire, » murmura-t-il, « j'espère que vous trouverez un jour la paix. » Elle le regarda avec cette intensité dérangeante qui la caractérisait. « La paix, docteur ? Non. La paix est pour les faibles. Moi, je cherche la vérité. Et la vérité, c'est que ce monde appartient aux prédateurs assez intelligents pour le comprendre. » Sur ces mots prophétiques, Claire Lefebvre disparut dans la nuit parisienne, emportant avec elle ses secrets et ses ambitions monstrueuses. Dr Esquirol la regarda partir depuis la fenêtre de son bureau, se demandant s'il venait de prendre la bonne décision ou s'il venait de libérer un fléau sur l'Europe. Dans son journal, il écrivit cette nuit-là, 15 mars 1868. Claire Lefebvre a quitté l'Institut ce soir.
Je prie pour que nos chemins ne se croisent jamais plus. Mais j'ai le terrible pressentiment que le monde entendra encore parler d'elle, que Dieu nous pardonne pour ce que nous avons créé. Il ne croyait pas si bien dire. Vienne, septembre 1871. 3 années avaient passé depuis la disparition mystérieuse de Claire Lefebvre de l'Institut Esquirol. Dans les salons bourgeois de la capitale autrichienne, on parlait beaucoup d'une jeune gouvernante française exceptionnellement cultivée qui éduquait les enfants de plusieurs familles aristocratiques. Margot Dubois, comme elle se faisait appeler désormais, était réputée pour son intelligence remarquable et ses méthodes pédagogiques innovantes. Ce que ces familles fortunées ignoraient, c'est que leur gouvernante modèle était en réalité une tueuse en série de 11 ans qui avait perfectionné son art au point de ne plus laisser aucune trace de ses crimes. Le docteur Victor Brenner, correspondant secret de Claire depuis ses années parisiennes, l'avait accueilli dans son laboratoire privé situé dans les sous-sols de sa clinique prestigieuse. Brenner, homme de 50 ans, aux traits sévères et aux ambitions scientifiques démesurées, avait immédiatement reconnu en Claire l'assistante parfaite pour ses expériences controversées. « Ma chère Margot, lui dit-il en l'accueillant dans son sanctuaire souterrain, vos lettres m'ont convaincu que nous partageons la même vision de la recherche scientifique, libre de toute contrainte morale paralysante. » Le laboratoire de Brenner était un concentré d'horreur médicale. Des bocaux contenant des organes humains tapissaient les murs, des instruments chirurgicaux d'une précision diabolique étaient soigneusement rangés sur des tables d'acier et plusieurs chambres d'isolation permettaient de mener des expériences sur des sujets vivants. « C'est impressionnant », admit Claire, en examinant l'installation avec l'œil d'un expert. « Mais je vois plusieurs améliorations possibles. Vos méthodes d'immobilisation des sujets sont primitives et votre système d'évacuation des déchets organiques manque d'efficacité. » Ces suggestions, formulées par une fillette de 11 ans avec le détachement d'un professionnel, révélèrent à Brenner l'étendue exceptionnelle de son expertise. « Vous avez déjà pratiqué ce type de recherche ?» demanda-t-il, intrigué. « Depuis que je suis toute petite, » répondit Claire. Mon père m'a initié très jeune et j'ai continué à perfectionner mes techniques, mais j'ai toujours travaillé en amateur. Ici, je pourrais enfin mener des expériences à grande échelle. Cette collaboration entre un médecin pervers et une enfant sociopathe allait produire certaines des atrocités les plus systématiques jamais documentées dans l'histoire de la médecine clandestine. Pendant la journée, Claire jouait parfaitement son rôle de gouvernante modèle. Elle enseignait le français, les mathématiques et les sciences naturelles aux enfants des familles Hohenberg, Schwarzburg et Liechtenstein, avec une compétence qui forçait l'admiration. Ses élèves l'adoraient, leurs parents la respectaient, et sa réputation d'excellence pédagogique se répandait dans tout Vienne. Mais la nuit, elle descendait dans le laboratoire de Brenner pour mener des expériences d'une cruauté indicible sur des sujets qu'ils capturaient ensemble. Mendiants, prostituées, vagabonds, tous ces êtres que la société viennoise préférait ignorer. Sujet numéro 43, dicta Claire à Brenner, qui prenait des notes méticuleuses. Homme d'environ 35 ans, constitution robuste. Objectif, déterminer la résistance maximale à la douleur avant effondrement psychologique complet. Ces protocoles d'expérimentation, d'une froideur scientifique glaçante, révélaient que Claire avait développé une approche systématique de la torture qui dépassait largement les méthodes artisanales de son père. L'association entre Brenner et Claire produisit des avancées significatives dans la compréhension des mécanismes de la douleur et de la peur, mais au prix d'atrocités dont l'ampleur ne fut jamais révélée au grand public. Ils développèrent des techniques de manipulation psychologique d'une efficacité terrifiante, cartographièrent les limites de la résistance humaine et documentèrent les processus neurologiques de l'agonie avec une précision diabolique. « Claire, dit un jour Brenner après une expérience particulièrement révélatrice, vous possédez un don unique. Votre capacité à infliger une souffrance maximale tout en gardant vos sujets conscients et réactifs dépasse tout ce que j'ai pu observer.
C'est une question de patience et de compréhension anatomique, répondit Claire avec modestie. Il faut savoir exactement où et comment appliquer la pression pour obtenir l'effet désiré. Trop peu, et le sujet s'habitue. Trop, et il sombre dans l'inconscience. L'art consiste à maintenir l'équilibre parfait. Cette maîtrise technique, développée par une enfant de 11 ans, révélait une perversion de l'intelligence humaine qui défiait l'entendement. Leur collaboration prit une dimension encore plus sinistre quand Claire proposa d'étendre leurs recherches aux enfants. Les sujets adultes ont des mécanismes de défense psychologique développés, expliqua-t-elle à Brenner. Les enfants offrent un terrain d'étude plus pur. Leurs réactions sont moins contaminées par l'expérience sociale. Cette suggestion horrifia même Brenner, malgré sa propre perversion. Claire, nous ne pouvons pas... Les enfants sont... Y a quoi? L'interrompit-elle avec cette logique implacable qui la caractérisait. Plus innocents, plus précieux, ce sont des constructions sociales arbitraires, docteur. Du point de vue scientifique, un sujet humain en vaut un autre. L'âge ne fait que modifier les paramètres de l'expérience. Cette argumentation révéla l'étendue de la déshumanisation complète de Claire. Pour elle, il n'existait plus aucune différence morale entre les êtres humains, réduits au statut de matériel expérimental. Brenner, malgré ses réticences, finit par accepter d'inclure de jeunes sujets dans leurs recherches. Cette décision marqua le point de non-retour de leur association criminelle. Le premier enfant qu'ils capturèrent fut Hans, un orphelin de 8 ans qui vivait dans les rues de Vienne. Claire l'attira dans leur laboratoire en lui promettant de la nourriture et un abri. Ce que subit cet enfant dans les caves de Brenner dépasse l'imagination humaine. Sujet pédiatrique numéro 1, nota Claire avec son détachement habituel, garçon de 8 ans, sous-alimenté mais psychologiquement résistant. Observation. Les enfants des rues développent des mécanismes de survie qui les rendent plus intéressants que les enfants bourgeois. Cette observation clinique, formulée en regardant un enfant de son âge subir des tortures indicibles, révéla que Claire avait atteint un degré de déshumanisation absolue. Leurs expériences sur les enfants durèrent plusieurs mois, documentant avec une précision scientifique les effets de diverses formes de torture physique et psychologique sur des sujets en développement. Les résultats, consignés dans des carnets que Claire conservait précieusement, constituaient un manuel d'horreur unique dans l'histoire de l'humanité. Mais cette collaboration exceptionnelle prit fin brutalement, quand Claire prit une décision qui surprit même Brenner. Lors d'une nuit particulièrement froide de février 1872, elle empoisonna son mentor avec une subtilité diabolique. « Pourquoi ?» demanda Brenner en agonisant, comprenant qu'il avait été trahi par sa protégée. « Vous avez rempli votre fonction, » répondit Claire, avec cette froideur qui la caractérisait. « Vous m'avez appris tout ce que vous pouviez m'enseigner. Maintenant, vous devenez un obstacle à mes projets. » « Quel projet ?» Claire sourit, et ce sourire contenait une ambition qui dépassait l'entendement. Créer une nouvelle génération d'êtres humains libérés des faiblesses morales, des prédateurs parfaits comme moi. Elle avait découvert pendant ces années viennoises que d'autres individus similaires existaient à travers l'Europe. Des correspondances secrètes l'avaient mise en contact avec un réseau informel de sociopathes brillants qui partageaient sa vision d'une humanité évoluée. Brenner mourut cette nuit-là et Claire disparut de Vienne aussi mystérieusement qu'elle était apparue. Elle emporta avec elle toutes leurs recherches, leurs protocoles d'expérimentation et surtout la liste de contacts que Brenner avait patiemment constituée au fil des années. Londres, automne 1873. Dans les quartiers bourgeois de la capitale britannique, une jeune dame française, accompagnée de sa gouvernante, s'installait discrètement. Lady Margaret Ashford, comme elle se faisait appeler, prétendait être l'héritière d'une fortune familiale française et cherchait à investir dans l'éducation de la jeunesse anglaise. En réalité, Lady Ashford était Claire, désormais âgée de 14 ans, qui avait perfectionné l'art du déguisement et de la manipulation sociale. Sa gouvernante, Mademoiselle Berthe, était en fait l'une de ses premières disciples,
une femme de 30 ans qu'elle avait rencontrée en Suisse et convertie à sa philosophie prédatrice. Les Anglais, expliqua Claire à sa complice, ont une fascination pour l'éducation progressiste. Ils seront parfaits pour notre projet. Leur projet était d'une ambition terrifiante. Créer une école privée pour enfants surdoués où Claire pourrait sélectionner et former la prochaine génération de prédateurs humains. Elle avait compris que plutôt que de tuer individuellement, il était plus efficace de corrompre systématiquement l'esprit des futurs leaders de la société. L'école Sainte-Catherine ouvrit ses portes en janvier 1874 dans un manoir isolé du Surrey. Claire avait soigneusement sélectionné ses premiers élèves, des enfants exceptionnellement intelligents issus de familles fortunées, mais présentant déjà des signes de dysfonctionnement psychologique. « Mes chers enfants », leur dit-elle lors de la cérémonie d'ouverture, « vous allez apprendre ici des choses qu'aucune autre école n'ose enseigner. La véritable nature de l'humanité, les mécanismes réels du pouvoir, et surtout, comment libérer votre potentiel des contraintes morales artificielles qui paralysent les esprits faibles. » Cette philosophie éducative, présentée avec l'éloquence d'une institutrice accomplie, séduisit immédiatement des parents en quête d'excellence pour leurs enfants précoces. Au cours des 3 années suivantes, l'école Sainte-Catherine devint célèbre dans toute l'Angleterre pour ses méthodes pédagogiques révolutionnaires et ses résultats exceptionnels. Les élèves de Claire excellaient dans tous les domaines, sciences, littérature, langue, mathématiques, mais ils apprenaient également des matières plus sombres. « Aujourd'hui, » annonça Claire à sa classe de 8 élèves âgés de 10 à 12 ans, « nous allons étudier l'anatomie pratique. Nous avons acquis un spécimen frais pour notre démonstration. » Le spécimen était un vagabond que Claire avait capturé la nuit précédente. Ce que ces enfants de bonne famille apprirent cette journée-là transforma à jamais leur perception de la vie et de la mort. « Observez attentivement », leur dit Claire en procédant à une dissection méthodique, comme le cœur continue de battre même après que nous ayons sectionné les principales artères. La vie s'accroche avec une ténacité remarquable. Ces leçons d'anatomie pratique, répétées régulièrement, désensibilisèrent progressivement les élèves à la souffrance humaine et développèrent chez eux le même détachement sociopathique que leurs professeurs. Mais le véritable génie de Claire résidait dans sa capacité à identifier et développer les dispositions naturelles de chaque enfant. Certains montraient des aptitudes pour la manipulation psychologique, d'autres pour la violence physique, d'autres encore pour la stratégie à long terme. « Thomas, dit-elle un jour à l'un de ses élèves les plus prometteurs, vous avez un don naturel pour identifier les faiblesses psychologiques des autres. Nous allons développer cette capacité jusqu'à ce que vous puissiez briser n'importe qui en quelques conversations bien menées. » Cette formation individualisée produisit une génération d'enfants d'une intelligence exceptionnelle mais totalement dépourvue de conscience morale. Ils étaient destinés à retourner dans leur famille et à gravir les échelons de la société britannique, portant en eux les enseignements de leurs terrifiants professeurs. L'école Sainte-Catherine ferma brutalement en juin 1877 quand les autorités commencèrent à s'intéresser de trop près aux méthodes de Lady Ashford. Mais il était trop tard. Claire avait déjà libéré dans le monde 8 jeunes sociopathes perfectionnés qui allaient, à leur tour, propager sa philosophie prédatrice. Elle disparut une nouvelle fois, laissant derrière elle un héritage empoisonné qui allait contaminer la société européenne pendant des générations. Paris, hiver 1881. Dr Julien Moreau, désormais âgé de 60 ans, recevait dans son cabinet un visiteur inattendu, l'homme qui se présentait sous le nom de docteur. James Whitmore prétendait enquêter sur une série de crimes étranges commis par des individus apparemment sans lien entre eux, mais présentant tous des caractéristiques psychologiques similaires. « Docteur Moreau, dit Whitmore, j'ai des raisons de croire que tous ces criminels ont été formés par la même personne, une femme d'une intelligence exceptionnelle qui semble avoir développé des méthodes de conditionnement psychologique d'une efficacité terrifiante. » Docteur. Moreau sentit un frisson glacé parcourir son échine. « Cette femme, comment s'appelle-t-elle »
Elle utilise de nombreuses identités, répondit Whitmore. Mais tous les témoignages la décrivent de la même façon. Très jeune, d'une beauté saisissante, avec des yeux d'un bleu très clair et une intelligence qui met mal à l'aise. « Mon Dieu !» murmura Dr Moreau. « Claire, vous la connaissez ?» Docteur. Moreau raconta à Whitmore l'histoire de Claire Lefebvre, depuis sa première rencontre à Saint-Éloi jusqu'à sa disparition de l'Institut Esquirol. Whitmore l'écouta avec une fascination horrifiée. « Cette femme, conclut-il, a créé une école du crime d'une sophistication inégalée. Ses disciples sèment la terreur à travers toute l'Europe. Et le pire, c'est qu'ils forment à leur tour de nouveaux adeptes. C'est une contagion psychologique qui se propage exponentiellement. » Docteur, Moreau comprit avec horreur que sa décision de laisser partir Claire de Saint-Éloi 14 ans plus tôt avait peut-être déclenché une épidémie de sociopathie à l'échelle continentale. « Il faut l'arrêter, dit-il. Où est-elle maintenant ?»« C'est le problème, répondit Whitmore sombrement. Personne ne le sait. Elle a complètement disparu depuis la fermeture de son école anglaise. Mais ses disciples sont partout. Dans la haute société, dans les institutions gouvernementales, dans les milieux académiques. Elle a créé un réseau invisible de prédateurs humains qui infiltrent tous les centres de pouvoir. Cette révélation glaça le sang de Dr Moreau. Claire n'avait pas seulement survécu, elle avait prospéré, se multipliant à travers ses disciples pour contaminer la civilisation européenne. Et le plus terrifiant, ajouta Whitmore, c'est qu'elle n'a que 22 ans. Elle peut encore sévir pendant des décennies. Dr Moreau passa le reste de sa vie à documenter l'histoire de Claire Lefebvre, espérant que ses recherches permettraient un jour d'identifier et de neutraliser les disciples de la jeune femme. Il mourut en 1889, sans avoir jamais revu celle qui avait tenté ses cauchemars pendant plus de 20 ans. Son dernier journal, retrouvé après sa mort, se terminait par ces mots prophétiques. Claire Lefebvre n'était pas seulement un monstre individuel. Elle était l'annonce d'une nouvelle espèce humaine, libérée de toute contrainte morale et guidée uniquement par l'intelligence froide et l'ambition prédatrice. Si ses disciples continuent à se multiplier, l'humanité telle que nous la connaissons pourrait bien disparaître, remplacée par une race de prédateurs parfaits. Que Dieu nous protège de l'avenir qu'elle a mis en mouvement. Quelque part en Europe, dans un château isolé dont l'emplacement exact demeure inconnu, Claire Lefebvre continuait ses expériences. Désormais adulte, elle avait perfectionné son art au point de pouvoir créer des sociopathes en série avec la précision d'une chaîne de production industrielle. Elle souriait en lisant les rapports que lui envoyaient ses disciples à travers le continent. Ses enfants spirituels occupaient maintenant des positions influentes dans la société, banquiers, médecins, politiciens, industriels. Tous appliquaient ses enseignements, propageant sa philosophie prédatrice et recrutant de nouveaux adeptes. « Papa avait raison », murmura-t-elle en contemplant une carte de l'Europe parsemée d'épingles marquant les positions de ses disciples. « L'avenir appartient aux prédateurs. Et moi, j'ai créé l'avenir. » L'histoire de Claire Lefebvre était loin d'être terminée. Elle n'était que le prologue d'une transformation de l'humanité dont les conséquences se feraient sentir pendant des siècles. Car quelque part dans l'ombre, la petite fille de Saint-Éloi continuait de grandir, de se multiplier, de corrompre. Et le monde ne s'apercevrait de son influence qu'il serait trop tard pour l'arrêter. La science n'avait effectivement jamais pu comprendre Claire Lefebvre. Mais Claire, elle, avait parfaitement compris la science, et elle l'utilisait pour remodeler l'humanité à son image. L'ère des prédateurs parfaits ne faisait que commencer.